Quand la caméra continue de tourner, alors que le destin frappe, tout bascule. 15 présentateurs et journalistes français ont perdu la vie en plein tournage, laissant derrière eux des images inachevées et un silence lourd d'émotions. Voici les histoires réelles où la télévision a filmé la tragédie. Numéro 1, Philippe de Dieuleveux. En août 1985, le célèbre animateur de l'émission La chasse au trésor disparaît mystérieusement lors d'un tournage au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ce jour-là, l'équipe prépare un nouvel épisode de l'émission d'aventure, connue pour ses défis spectaculaires et ses paysages grandioses. Philippe, ancien parachutiste et passionné d'exploration, embarque sur le fleuve Zaïre pour tourner une séquence au cœur de la jungle africaine. La chaleur est étouffante, l'humidité lourde et le courant du fleuve d'une force redoutable. À un moment du tournage, le contact avec lui est perdu. Aucun signal radio ne répond, aucun signe du bateau ne réapparaît. Le silence s'abat sur le plateau et la tension devient palpable. Les heures passent, puis les jours. Des recherches massives sont lancées. Les autorités locales, l'armée et des plongeurs français s'unissent pour tenter de retrouver l'animateur disparu. L'espoir se mêle à la peur, mais aucune trace n'est découverte. Pas de corps, pas d'épave, pas de témoins fiables. Les théories naissent aussitôt. Certains parlent d'un accident, d'autres évoquent une disparition liée au climat politique instable de la région. Des rumeurs circulent, mais rien ne permet de confirmer quoi que ce soit. L'enquête piétine, les familles s'épuisent et le public reste suspendu à un mystère sans fin. En France, la nouvelle de sa disparition provoque un véritable choc. Philippe de Dieuleveux n'était pas qu'un visage de télévision. Il représentait une génération fascinée par l'aventure, la découverte et la liberté. Son sourire, son humour et sa détermination à repousser les limites faisaient de lui une figure aimée et respectée. La chasse au trésor battait des records d'audience, et son charisme à l'écran avait conquis le cœur de millions de téléspectateurs. L'idée qu'un homme aussi courageux ait pu s'évanouir dans la nature sans explication semblait irréelle. Des décennies plus tard, le mystère demeure entier. Aucune conclusion officielle n'a jamais été apportée, et chaque nouvelle théorie ravive la curiosité du public. Certains pensent qu'il aurait pu être victime d'une embuscade, d'autres qu'il a simplement succombé à la puissance du fleuve. Mais une chose reste sûre, Philippe de Dieuleveux est entré dans la légende, celle des aventuriers dont la dernière image appartient à la caméra et au silence du monde sauvage. Numéro 2, Patrick Bourrat. En décembre 2002, le grand reporter de la chaîne TF1 perd la vie lors d'un tournage au Koweït, en pleine zone désertique, proche de la frontière irakienne. Ce jour-là, il prépare un reportage sur les préparatifs militaires qui précèdent le conflit à venir. L'équipe se déplace à bord d'un véhicule tout-terrain pour filmer les manœuvres des forces alliées. Le terrain est instable, sablonneux, les conditions climatiques difficiles. Au moment d'une prise de vue, un char américain manœuvre à proximité. Le sol se dérobe, le véhicule de l'équipe se renverse brutalement, projetant Patrick et ses collègues au sol. Les secours arrivent en urgence, mais il est déjà trop tard. L'annonce de sa disparition parvient à Paris au cœur de la nuit. La rédaction de TF1 est sous le choc. Patrick Bourrat, figure respectée du journalisme de terrain, était connu pour son professionnalisme et son courage. Depuis plus de 20 ans, il couvrait les conflits les plus dangereux, du Moyen-Orient à l'Afrique, toujours avec cette volonté de raconter la vérité, sans artifice. Ses reportages précis et humains avaient marqué les téléspectateurs français. Sa voix, posée et sincère, donnait à chaque sujet une gravité particulière. Les hommages affluent aussitôt. Les journalistes, les responsables politiques et les téléspectateurs saluent un homme engagé, passionné par son métier. Pour beaucoup, il représentait le visage du journalisme de terrain, celui qui informe en prenant des risques, mais toujours avec une profonde humanité. Ses collègues se souviennent d'un homme simple, attentif aux autres, capable d'humour, même dans les moments les plus tendus. Quelques jours plus tard, une cérémonie émouvante est organisée à Paris. Ces images, tournées quelques heures avant le drame, sont diffusées avec pudeur. Elles rappellent la force tranquille d'un homme qui croyait en la mission d'informer, coûte que coûte. À travers sa disparition, le public prend conscience du danger permanent que courent ceux qui travaillent derrière les images diffusées chaque soir à la télévision.
Des années plus tard, Patrick Bourrat reste un symbole du courage journalistique. Son nom est gravé dans la mémoire collective comme celui d'un homme qui a donné sa vie pour témoigner du monde tel qu'il est. Si vous vous souvenez de lui, dites-le dans les commentaires et partagez ce souvenir d'un grand reporter disparu trop tôt. Numéro 3, Gilles Jacquier. En janvier 2012, le journaliste de France 2 se trouve à Homs, en Syrie, pour réaliser un reportage sur la situation du pays. Ce jour-là, il accompagne d'autres reporters étrangers afin de filmer les conséquences des affrontements dans les quartiers civils. Les rues sont désertes, l'air est lourd de poussière et le bruit lointain des détonations rappelle que la zone reste instable. L'équipe avance prudemment, caméra à la main, enregistrant les témoignages des habitants qui vivent sous la peur quotidienne. Soudain, une explosion retentit à quelques mètres du groupe. Des fragments de métal et de béton s'abattent autour d'eux. Gilles Jacquier, touché de plein fouet, s'effondre. Les secours locaux interviennent rapidement, mais la violence de l'explosion ne lui laisse aucune chance. Ses collègues, sous le choc, tentent de comprendre ce qui s'est passé. Les autorités syriennes parlent d'une attaque rebelle, tandis que d'autres versions évoquent un tir d'artillerie venu d'une autre zone. La confusion règne et l'enquête internationale n'apporte jamais de conclusion définitive. En France, la nouvelle bouleverse le monde des médias. Gilles Jacquier, grand reporter reconnu, venait de recevoir le prix Albert Londres quelques années plus tôt. Sa carrière exemplaire l'avait conduit sur de nombreux terrains difficiles, de la Yougoslavie à l'Afghanistan. Il était connu pour son regard juste, son calme et sa volonté de comprendre avant de juger. Ses reportages, toujours empreints d'humanité, donnaient une voix à ceux que l'on n'entendait jamais. Ses collègues se souviennent d'un homme discret, passionné, toujours prêt à partir là où personne n'osait aller. Son sens du devoir, son courage tranquille et son respect des autres faisaient de lui une référence dans la profession. Lors de la cérémonie d'hommage organisée à Paris, les images de ses reportages défilent sur grand écran, rappelant la force et la sensibilité de son travail. Des années après les faits, Gilles Jacquier demeure un symbole du journalisme de terrain, celui qui s'expose pour montrer la vérité du monde. Son nom reste associé à l'idée d'engagement et de respect de la vie humaine, même au cœur des zones les plus dangereuses. Numéro 4, Arman Solgin. En mai 2023, le jeune vidéojournaliste de l'agence France Presse se trouve près de Bakhmout, en Ukraine, pour couvrir les combats qui secouent la région. Ce jour-là, il accompagne une unité ukrainienne afin de filmer la vie quotidienne des soldats sur la ligne de front. Le ciel est gris, l'air est lourd de tension et le bruit des drones résonne au-dessus des champs. Arman installe sa caméra avec le calme habituel de ceux qui ont appris à travailler dans le chaos. Il filme les visages, les gestes, les regards fatigués mais déterminés. Quelques instants plus tard, une roquette tombe à proximité. Le souffle de l'explosion secoue la terre et projette la poussière tout autour. L'équipe tente de se mettre à l'abri, mais Arman est touché. Ses collègues appellent immédiatement les secours, mais les conditions rendent toute évacuation impossible. Sur le terrain, le silence s'installe après la détonation. Un silence que même les oiseaux n'osent troubler. La nouvelle de sa disparition traverse l'Europe comme une onde de choc. Arman Solgin n'avait que 32 ans, mais il avait déjà parcouru le monde pour raconter les histoires des autres. Né à Sarajevo pendant la guerre, il avait trouvé en France une nouvelle patrie et une vocation, informer. Sa caméra n'était pas une arme, mais un témoin. Il cherchait toujours la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Ses reportages sur la guerre en Ukraine avaient touché le public par leur humanité, montrant les visages derrière les chiffres, les sourires derrière les ruines. Ses collègues le décrivent comme un homme généreux, joyeux et profondément humain. Il aimait la musique, les animaux et la vie simple, malgré la dureté de son métier. Son décès provoque une immense émotion dans la presse française et internationale. Le président de la République salue la mémoire d'un journaliste courageux, mort en accomplissant sa mission d'informer. Aujourd'hui encore, le nom d'Arman Solgin reste associé à l'idée de vérité et de compassion. Sa caméra s'est éteinte, mais son regard demeure à travers les images qu'il a capturées, celles d'un monde blessé mais toujours debout. Numéro 5. Véronique Robert. En juin 2017, la journaliste française se trouve à Mossoul en Irak pour réaliser un reportage sur la libération de la ville. Ce jour-là, elle travaille pour l'émission Envoyé spécial aux côtés de 2 collègues de France Télévisions. Le soleil tape fort, les rues sont couvertes de débris
et la poussière rend l'air presque irrespirable. L'équipe avance prudemment entre les bâtiments détruits, caméra à la main, suivant les soldats irakiens qui progressent dans les quartiers encore instables. Véronique garde son calme, concentrée sur les témoignages qu'elle veut recueillir. Soudain, un bruit sourd retentit sous leurs pas. Une explosion violente secoue le sol et projette les journalistes à terre. L'un de ses collègues est mortellement touché sur le cou, un autre grièvement blessé. Véronique, atteinte elle aussi, est rapidement évacuée vers un hôpital militaire à Bagdad, puis rapatriée à Paris dans un état critique. Pendant plusieurs jours, ses proches espèrent un miracle. Les médecins se battent pour la sauver, mais ses blessures sont trop graves. Elle s'éteint quelques jours plus tard, entourée de sa famille. La nouvelle plonge le monde du journalisme dans la tristesse. Véronique Robert était connue pour son courage et son engagement. Depuis des années, elle couvrait les zones de conflit les plus dangereuses, de la Syrie au Kurdistan, toujours animée par le besoin de comprendre et de témoigner. Son regard était franc, sa voix posée, et sa manière de raconter mêlait précision et humanité. Elle refusait de céder à la peur, consciente que son rôle était d'être là où la vérité devait être montrée. Ses collègues décrivent une femme forte, rigoureuse et bienveillante. Elle savait trouver les mots justes pour apaiser, encourager, expliquer. Dans ses reportages, elle ne cherchait ni gloire ni sensationnalisme, seulement la réalité telle qu'elle est. Sa disparition rappelle le prix que certains professionnels paient pour informer. Son nom figure désormais parmi ceux des reporters morts en mission, honorés chaque année pour leur dévouement. À travers son parcours, Véronique Robert laisse un héritage de respect, de courage et de passion pour la vérité. Sa caméra s'est tue à Mossoul, mais son regard continue de parler à travers les images qu'elle a offertes au monde. Numéro 6, Stéphane Villeneuve. En juin 2010 à 7, le journaliste de France Télévisions se trouve lui aussi à Mossoul, en Irak, pour couvrir la reconquête de la ville. Ce jour-là, il travaille sur un reportage destiné à l'émission Envoyé spécial, en compagnie de plusieurs collègues, dont Véronique Robert. Le quartier où il filme vient tout juste d'être repris par les forces irakiennes, mais le danger reste omniprésent. Les rues sont jonchées de débris, le sol instable, et chaque pas peut dissimuler une menace. L'équipe avance lentement, caméra prête, capturant les images d'une cité en ruine, encore marquée par des années de combat. Quelques instants plus tard, une explosion retentit au détour d'une ruelle. Une mine artisanale enfouie dans le sol se déclenche, projetant la poussière et les pierres dans toutes les directions. Stéphane Villeneuve est grièvement blessé. Ses collègues appellent à l'aide, et des soldats irakiens interviennent immédiatement. Malgré les secours, il succombe à ses blessures avant d'avoir pu être évacué. L'émotion est immense parmi ceux qui l'accompagnaient. La scène, silencieuse après la détonation, témoigne de la brutalité des conditions dans lesquelles les journalistes travaillent pour informer le monde. À Paris, la rédaction de France Télévisions apprend la nouvelle avec stupeur. Stéphane Villeneuve était l'un des reporters les plus expérimentés du groupe. Depuis plus de 20 ans, il couvrait les grands conflits internationaux, du Kosovo à la Libye, toujours avec la même rigueur et la même humanité. Son regard sur les événements était empreint de respect pour les victimes et de curiosité sincère pour les réalités du terrain. Ses collègues décrivent un homme passionné, calme, profondément humain, toujours prêt à partager son expérience avec les plus jeunes. Les hommages affluent de toutes parts. Les responsables politiques, les journalistes et le public saluent la mémoire d'un homme de courage et de conviction. Sa disparition, survenue dans les mêmes circonstances que celle de Véronique Robert, rappelle combien le métier de reporter peut être à la fois noble et périlleux. Aujourd'hui encore, le nom de Stéphane Villeneuve symbolise la dignité et la persévérance du journalisme français. Il laisse derrière lui des images fortes et un exemple de dévouement que beaucoup continuent d'admirer et d'honorer. Si son souvenir vous touche, partagez votre pensée dans les commentaires. Numéro 7, Jean-Louis Calderon. En décembre 1989, le journaliste de la chaîne La5 couvre les événements historiques de la Révolution roumaine. Ce jour-là, il se trouve à Bucarest, au cœur des manifestations qui bouleversent le pays. Les rues sont remplies de civils, de chars et de soldats confus, entre tension et espoir. Jean-Louis Calderon, caméra à la main, se déplace entre les barricades pour filmer les scènes qui marqueront la chute du régime. L'atmosphère est électrique, les cris se mêlent aux sirènes, et chaque instant peut basculer dans le chaos.
Alors qu'il tente de capter une séquence sur une place centrale, un char avance brusquement pour disperser la foule. Dans la confusion, Jean-Louis glisse sur le pavé enneigé et tombe sur la trajectoire du véhicule. Les témoins décrivent un moment de panique totale. Les soldats, désorientés, s'arrêtent trop tard. Le journaliste est mortellement blessé, son équipe, choquée, ne peut que constater l'irréparable. L'image, interrompue brutalement, restera gravée comme l'un des instants les plus tragiques du reportage. En France, la nouvelle provoque une vive émotion. Jean-Louis Calderon était un professionnel respecté, passionné par l'information internationale. Depuis plusieurs années, il suivait les grands bouleversements politiques du monde, toujours au plus près des événements. Il croyait profondément en la mission du journaliste, témoigner, comprendre et transmettre. Son décès met en lumière la fragilité de ceux qui travaillent sur le terrain, parfois au péril de leur vie, pour que les autres puissent voir et savoir. Ses collègues se souviennent de lui comme d'un homme généreux, précis et courageux. Il n'aimait pas le sensationnel, mais la vérité. Son travail, toujours rigoureux, traduisait un profond respect pour les populations qu'il rencontrait. À la 5, un hommage sobre lui est rendu, saluant un reporter de conviction. Son nom devient rapidement un symbole du journalisme de terrain en temps de crise. Des années plus tard, Jean-Louis Calderon est toujours honoré en Roumanie, où une place porte son nom à Bucarest. Sa mémoire reste celle d'un témoin tombé en accomplissant sa mission, un homme qui croyait que filmer l'histoire en marche valait tous les risques du monde. Numéro 8, Rémi Hochlik. En février 2012, le photojournaliste français se trouve à Homs, en Syrie, pour couvrir les affrontements qui secouent la ville. Ce jour-là, il partage un centre de presse improvisé avec d'autres reporters venus documenter la vie des civils pris au piège. Les bombardements se rapprochent, mais Rémi reste concentré. Il vérifie son appareil, prépare ses pellicules, cherche la lumière juste, malgré la poussière et les murs fissurés. Son but est clair, témoigner de ce que vivent les habitants, sans détour et sans artifice. Au matin, il s'installe dans une pièce étroite pour envoyer ses photos. Quelques instants plus tard, une explosion secoue le bâtiment. Les vitres volent en éclats, la fumée envahit la pièce, l'onde de choc détruit tout autour. Rémi Hochlik perd la vie sur le coup, aux côtés d'une autre correspondante internationale. Les rescapés racontent une scène de chaos absolu, la peur, le silence après le fracas, puis les cris des survivants appelant à l'aide. La nouvelle bouleverse la presse mondiale. À seulement 28 ans, Rémi Hochlik avait déjà remporté plusieurs distinctions prestigieuses. Ces clichés, pris dans les zones de guerre d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avaient été publiés dans les plus grands journaux. Son talent résidait dans sa capacité à montrer l'humain au milieu du désastre. Chaque photo portait la trace de son regard sensible, de sa compassion silencieuse. Il ne cherchait pas la gloire, seulement la vérité captée à travers l'objectif. En France, un hommage national lui est rendu. Ses collègues saluent un photographe discret, passionné et profondément engagé. Son parcours fulgurant inspire une nouvelle génération de journalistes. Les écoles de photographie évoquent son nom avec respect, comme celui d'un témoin du réel. Ces images continuent d'être exposées à travers le monde, rappelant la force tranquille de son art. Rémi Hochlik reste dans la mémoire collective comme l'un des symboles du courage journalistique. Ces photos, figées dans le temps, racontent encore ce que les mots ne suffisent pas à dire. Sa disparition rappelle que, derrière chaque image diffusée, il y a un regard, une vie, et souvent un silence que la caméra ne peut jamais briser. Numéro 9, Camille Lepage. En mai 2014, la jeune photojournaliste française se trouve en République centrafricaine pour réaliser un reportage sur la vie des civils au milieu du conflit. Ce jour-là, elle accompagne un groupe local sur une route isolée entre Bouar et Bossangoa. Le ciel est lourd, la chaleur accablante, la piste étroite serpente entre la brousse. Camille, appareil en bandoulière, photographie les visages, les marchés, les gestes du quotidien. Elle veut montrer la dignité des habitants, loin des images stéréotypées de la guerre. Quelques heures plus tard, le contact avec elle est perdu. Les jours suivants, une patrouille découvre un véhicule abandonné. À l'intérieur, les effets personnels de la journaliste. Les autorités locales confirment qu'elle a été tuée alors qu'elle travaillait sur le terrain.
La nouvelle parvient à Paris et provoque une onde de choc. Camille Lepage n'avait que 26 ans. Son regard sincère et son engagement humanitaire avaient déjà séduit les rédactions françaises. Formée à Southampton, en Angleterre, puis installée à Paris, elle s'était distinguée par son approche humaine du reportage. Avant la Centrafrique, elle avait couvert les événements au Soudan du Sud, cherchant toujours à donner la parole aux oubliés. Ses photographies, lumineuses et fortes, témoignaient d'une profonde empathie pour ceux qu'elle rencontrait. Elle disait souvent qu'un bon cliché n'était pas celui qui choquait, mais celui qui faisait comprendre. Sa disparition bouleverse le monde du photojournalisme. Les hommages se multiplient en France et à l'étranger. Ses proches rappellent une jeune femme pleine d'énergie, souriante, passionnée par la justice et la vérité. Ses collègues parlent d'une artiste courageuse, déterminée à raconter le monde sans détour. Une fondation portant son nom est créée pour soutenir les jeunes photographes engagés dans la couverture des crises humanitaires. Chaque année, un prix récompense ceux qui, comme elle, choisissent d'utiliser la photographie pour éclairer l'humanité au cœur du chaos. Camille Lepage reste un symbole de jeunesse, de courage et de vocation. Sa vie, courte mais intense, incarne la force du regard journalistique. Ces images continuent de vivre, rappelant que même dans les zones les plus sombres, la lumière peut venir d'un simple déclenchement d'appareil photo. Numéro 10. Lucas Deléga. En janvier 2011, le photojournaliste français couvre les manifestations en Tunisie, au moment où la population réclame des changements profonds. Ce jour-là, il se trouve à Tunis, dans le centre-ville, aux côtés d'autres reporters étrangers. La foule est dense, les slogans résonnent contre les façades, l'air est chargé de tension et de poussière. Lucas Deléga, appareil en main, cherche à capturer la détermination et l'espoir dans les visages des manifestants. Il avance parmi eux, calme et concentré, conscient du risque, mais guidé par sa vocation. Alors qu'il photographie une scène de protestation devant un bâtiment officiel, un projectile tiré dans la rue atteint le groupe de journalistes, Lucas s'effondre, les témoins appellent à l'aide, il est transporté d'urgence vers un hôpital de Tunis où les médecins font tout leur possible pour le sauver. 3 jours plus tard, la nouvelle tombe, la France perd l'un de ses jeunes talents du photojournalisme. La presse française rend hommage à son courage et à son engagement. Lucas Deléga avait 32 ans et travaillait pour l'agence EPA. Il avait couvert de nombreux événements à travers l'Europe, mais il avait choisi de se rendre en Tunisie par conviction, poussé par le sentiment que l'histoire était en train de s'écrire sous ses yeux. Ses collègues se souviennent d'un homme passionné, toujours souriant, capable de travailler dans les situations les plus imprévisibles. Son décès marque la première perte d'un journaliste étranger durant les événements tunisiens. À Paris, une cérémonie émouvante est organisée en sa mémoire. Son nom est gravé dans les registres des reporters morts en mission, symbole du dévouement de ceux qui risquent tout pour informer. Son appareil photo, retrouvé sur place, devient un objet chargé d'émotions, rappelant la force tranquille de son regard. En reconnaissance de son courage, un prix portant son nom, le prix Lucas Deléga, est créé l'année suivante pour soutenir les photographes indépendants travaillant dans des conditions difficiles. Chaque édition rend hommage à sa détermination et à sa passion pour la vérité. Lucas Deléga demeure dans la mémoire collective comme un témoin de lumière, un photographe qui croyait au pouvoir des images pour éveiller les consciences et défendre la liberté d'informer. Numéro 11. Christian Poveda. En septembre 2009, le documentariste franco-espagnol se trouve au Salvador, où il achève la promotion de son film La Vida Loca. Ce long métrage retrace la vie des jeunes membres de gangs dans les quartiers pauvres de San Salvador, avec un regard profondément humain. Ce jour-là, Christian conduit sur une route périphérique, après avoir rencontré plusieurs protagonistes de son documentaire. Le tournage est terminé depuis plusieurs mois, mais il continue à suivre leur parcours, fidèle à son approche d'auteur engagé. En fin d'après-midi, il s'arrête dans une zone rurale pour filmer quelques images supplémentaires. Peu de temps après, son véhicule est retrouvé sur le bord de la route. La nouvelle de sa mort se répand rapidement, provoquant une immense émotion dans le monde du cinéma documentaire. Christian Poveda avait consacré plus de 30 ans de sa vie à raconter les réalités sociales les plus dures, sans jugement ni sensationnalisme. Né à Alger, il avait commencé sa carrière comme photographe de guerre avant de devenir réalisateur. Son style était direct, sincère et toujours centré sur la dignité des personnes qu'il filmait. Avec La Vida Loca, il avait voulu montrer le quotidien des jeunes pris dans la violence urbaine, mais aussi leur fragilité, leurs espoirs, leurs contradictions. Son objectif n'était pas d'accuser, mais de comprendre.
Son œuvre, présentée dans de nombreux festivals, avait reçu un accueil critique exceptionnel. Le film avait ouvert un débat mondial sur la pauvreté, la marginalisation et le cycle de la violence en Amérique latine. Après sa disparition, le documentaire devient un symbole du courage et de l'humanité du cinéma engagé. Les institutions françaises et latino-américaines lui rendent hommage, rappelant la force de son message et la tendresse de son regard. Ses amis et collègues se souviennent d'un homme passionné, généreux et d'une rare sensibilité. Il croyait au pouvoir du cinéma pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Son parcours inspire encore aujourd'hui de nombreux réalisateurs et journalistes à travailler au plus près de la vérité humaine. Christian Poveda reste dans la mémoire collective comme un témoin essentiel de son temps, un artiste qui a risqué sa vie pour raconter celle des autres avec courage et respect. Numéro 12, Pierre Billot. En novembre 2001, le grand reporter de RTL se trouve en Afghanistan pour couvrir les affrontements entre les forces alliées et les talibans. Ce jour-là, il se déplace en convoi avec plusieurs journalistes étrangers dans la région de Dasht-Calais, au nord du pays. Le ciel est bas, le vent soulève la poussière, les routes sont à peine praticables. Pierre Billot enregistre des témoignages, pose des questions aux habitants, capte des images fortes pour son reportage. Il travaille avec calme et précision, conscient des dangers mais déterminé à raconter les faits. Au cours du trajet, le convoi traverse une vallée étroite. Sans avertissement, des tirs éclatent. Les véhicules s'arrêtent brutalement. Les journalistes se réfugient derrière des monticules de terre. Dans la confusion, plusieurs d'entre eux sont atteints. Pierre Billot, resté à découvert, est frappé mortellement. Ses collègues Johan Sutton et Volker Andloak perdent également la vie. Les survivants parviennent à s'échapper et alertent les secours, mais il est déjà trop tard. En France, la nouvelle provoque une profonde tristesse. Pierre Billot était l'un des reporters les plus respectés de sa génération. Sa voix grave et posée accompagnait depuis des années les grands événements du monde. Il avait couvert la guerre du Golfe, les Balkans, le Rwanda, toujours avec la même rigueur. Ses reportages diffusés à la radio mêlaient information et émotion avec une justesse rare. Il ne cherchait pas à dramatiser, mais à faire comprendre. Ses collègues se souviennent d'un homme discret, passionné et d'une grande humanité. Il travaillait souvent, dans des conditions extrêmes, mais gardait toujours le souci du détail et du respect des témoins qu'il rencontrait. Son professionnalisme, sa modestie et sa chaleur humaine laissent un souvenir indélébile. Quelques semaines plus tard, une cérémonie d'hommage est organisée à Paris. Les auditeurs de RTL envoient des milliers de messages de soutien, preuve de l'attachement du public à cette voix familière. Pierre Billot reste dans la mémoire collective comme un journaliste d'exception, fidèle à l'éthique de son métier. Il incarne le courage tranquille de ceux qui, malgré les risques, continuent de faire entendre la vérité au-delà des frontières et du bruit des armes. Numéro 13, Johan Sutton. En novembre 2001, la journaliste de Radio France Internationale se trouve dans le nord de l'Afghanistan pour suivre les combats entre les forces de l'Alliance du Nord et les talibans. Ce jour-là, elle travaille aux côtés de Pierre Billot de RTL et du reporter allemand Volker Andloak. Leur mission consiste à raconter la progression des troupes et le quotidien des civils dans une région encore instable. Johan prend des notes, enregistre des sons, interroge les soldats. Elle porte un casque, un micro et un carnet qu'elle ne quitte jamais. La lumière du matin est pâle, le froid coupe la respiration, la tension est palpable. Vers la fin de la journée, le convoi de journalistes emprunte une vallée encaissée près de Dasht-Calais. Des tirs éclatent soudainement. Les véhicules s'arrêtent dans un nuage de poussière. Les reporters cherchent à se protéger, mais les tirs continuent. Johan Sutton est touché. Les témoins racontent qu'elle a continué à tenir son micro jusqu'au dernier moment, fidèle à son métier. Les rescapés alertent les secours dès qu'ils peuvent, mais la zone est difficile d'accès. La nouvelle de sa disparition parvient en France le lendemain matin. À la rédaction de Radio France Internationale, le silence s'installe. Johan Sutton était une voix connue et respectée. Depuis plus de 10 ans, elle couvrait les grands événements internationaux, du Kosovo à l'Afrique, avec la même passion pour la vérité. Ses reportages se distinguaient par leur précision et leur humanité. Elle ne parlait jamais de guerre comme d'un spectacle, mais comme d'une réalité vécue par des hommes, des femmes et des enfants. Ses collègues la décrivent comme une femme discrète, drôle et courageuse. Elle préparait ses sujets avec soin, refusant les clichés
et les jugements rapides. Pour elle, informer était une mission, presque une responsabilité morale. Une cérémonie d'hommage est organisée à Paris, où ses proches et de nombreux journalistes saluent sa mémoire. Son nom figure aujourd'hui parmi ceux des reporters morts en mission, inscrit au mémorial des journalistes français. Joanne Sutton laisse derrière elle une leçon de professionnalisme et d'humanité, un exemple de dévouement à la vérité et au respect des autres. Numéro 14, Olivier Voisin. En février 2013, le photojournaliste français se trouve en Syrie, dans la région d'Idlib, pour couvrir le quotidien des habitants au cœur de la guerre. Ce jour-là, il accompagne un groupe de civils et de secouristes dans un quartier récemment bombardé. Le vent soulève la poussière, les rues sont jonchées de débris et les murs portent encore les traces des combats. Olivier, appareil photo en main, s'avance lentement, observant la scène, avec le regard calme de ceux qui savent que chaque image compte. Il capture les visages, les gestes d'entraide, la lumière filtrant à travers les ruines. Quelques instants plus tard, alors qu'il s'apprête à changer d'objectif, un projectile tombe à proximité. Des éclats traversent l'air et le frappent grièvement. Ses compagnons le transportent aussitôt vers un hôpital de campagne, puis il est évacué vers la Turquie pour y recevoir des soins. Pendant plusieurs jours, les médecins luttent pour le maintenir en vie. Le 24 février, il succombe à ses blessures. La nouvelle de sa disparition provoque une profonde émotion dans le monde du photojournalisme. Olivier Voisin avait 43 ans, il travaillait pour plusieurs médias français, dont Le Monde et Libération, et ses photographies avaient souvent été publiées dans la presse internationale. Son style était marqué par la recherche d'une vérité brute, mais toujours empreinte d'une grande humanité. Il s'intéressait avant tout au visage, au regard, à ces instants suspendus où la dignité humaine résiste au chaos. Avant la Syrie, il avait couvert la Libye, Haïti, le Brésil et la Birmanie, toujours avec le même engagement. Ses proches décrivent un homme passionné, chaleureux et profondément curieux. Il aimait parler longuement avec ceux qu'il photographiait, cherchant à comprendre avant de déclencher. Ses reportages ne cherchaient pas à choquer, mais à rapprocher. Il disait souvent que la photographie devait servir à faire ressentir, pas à juger. En France, un hommage lui est rendu à l'école de journalisme de Lille, où il avait inspiré de jeunes reporters. Son nom figure, désormais parmi ceux des journalistes morts en mission, symbole du courage tranquille de ceux qui témoignent, non pour la gloire, mais pour la vérité humaine. Numéro 15, Jean Portmanov. En janvier 2025, le jeune animateur et créateur de contenu en direct se trouve à Paris pour une session de diffusion en ligne, comme il le faisait presque chaque soir. Ce jour-là, il anime une émission en direct consacrée à la culture et au divertissement, une émission suivie par des milliers de spectateurs fidèles. L'ambiance est détendue, les échanges sont vifs et joyeux. Jean, souriant, discute avec son public, plaisante et partage des anecdotes sur la vie quotidienne. Il ne se doute pas que ce direct sera le dernier. Au milieu de la diffusion, son ton change légèrement. Il s'interrompt, semble gêné, puis quitte brièvement le cadre. Les spectateurs, d'abord amusés, comprennent vite que quelque chose ne va pas. L'écran reste figé, le chat s'agite, les messages affluent. Quelques instants plus tard, la diffusion s'interrompt brusquement. Les secours sont alertés, mais malgré leur intervention rapide, Jean Portmanov s'éteint à l'hôpital quelques heures plus tard. La nouvelle se répand dès l'aube sur les réseaux sociaux, bouleversant toute une communauté de jeunes internautes qui voyaient en lui une figure authentique et bienveillante du web francophone. Jean Portmanov, âgé de 27 ans, s'était imposé en quelques années comme un visage familier des émissions en ligne. Son ton sincère, son humour discret et sa capacité à créer un lien vrai avec son public lui avaient valu une popularité croissante. Derrière l'écran, il travaillait sans relâche, préparant chaque émission avec soin. Il refusait les artifices, préférant la simplicité et la proximité. Son style rappelait celui d'un ami de longue date, quelqu'un qu'on écoute parce qu'il parle avec le cœur. Les hommages affluent sur les plateformes sociales. Ses collègues, ses amis et ses fans saluent un homme généreux, passionné et profondément humain. Ses vidéos, toujours en ligne, continuent d'être regardées comme un souvenir lumineux d'une voix partie trop tôt. Aujourd'hui encore, son dernier direct reste gravé dans la mémoire collective comme un moment suspendu,
témoin de la fragilité de la vie et de la force du lien entre un créateur et son public. Si vous aimez ce type d'histoire vraie, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.